vous avez plusieurs navires qui sont en route, dont un navire qui s'appelle le USS Tripoli, qui est un navire amphibie, qui possède à bord des hélicoptères et des avions de chasse, et qui possède également des troupes de Marines. Les Marines américains, ce sont des troupes amphibies, ce sont des troupes de débarquement. Leur objectif va être de contrôler et de surveiller au sol les installations pour pouvoir sécuriser le trafic maritime. En lançant ce conflit, Donald Trump a pris un risque politique majeur. Et comme beaucoup de ses prédécesseurs, il aurait été beaucoup plus simple et facile pour lui de ne rien faire. Simplement, à partir du moment où l'Iran est capable de faire suffisamment peur à un certain nombre de compagnies maritimes pour stopper le trafic économique et pétrolier dans le détroit d'Ormuz, l'Iran n'a pas perdu. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour, bonjour David. Merci d'avoir accepté notre invitation pour NTD L'Actu et Epoch Times. Donc, vous êtes chercheur et journaliste, vous avez écrit notamment Cover Up donc, aux éditions Confident. Donc on va revenir avec vous sur certains sujets d'actualité, concernant notamment les États-Unis. Pour évoquer la situation en Iran, comment est-ce que vous interprétez les dernières déclarations de Donald Trump qui faisait appel à ses alliés donc, de l'OTAN aux pays européens pour l'aider à tenir le détroit d'Ormuz? Tout d'abord, pour rappeler, Trump a fustigé donc, les Européens. Il a quand même expliqué que les USA pouvaient se débrouiller seuls, qu'ils étaient un grand pays qui pouvait se débrouiller seul. Et maintenant, il appelle justement les pays de l'OTAN à jouer leur part. C'est un peu difficile à comprendre comme positionnement. En fait, non, parce qu'il faut comprendre, il faut regarder la guerre dans son ensemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, l'issue de ce conflit qui a commencé il y a à peine 3 semaines, on est au jour 17 aujourd'hui à peu près, c'était le 28 février, dans la nuit du 28 février, les bombardements ont commencé, on est dans le début de la 3e semaine de conflit. Ce conflit, il va se jouer dans le détroit d'Ormuz. La bataille qui déterminera l'issue du conflit, elle est en train de se préparer, c'est la bataille du détroit d'Ormuz. Je dis qu'elle est en train de se préparer parce que vous avez des navires américains qui sont en route vers ce théâtre-là pour préparer, je dirais, la sécurisation du détroit. Pourquoi le détroit d'Ormuz? Le détroit d'Ormuz, si vos auditeurs, vos lecteurs regardent sur la carte, et elle a été présentée dans beaucoup d'endroits récemment, ben on verra que c'est un petit endroit du golfe Persique, très resserré, par lequel passe la navigation dans les deux sens, pour sortir comme pour rentrer, et par ce petit goulet d'étranglement circule 20% du pétrole en partance du Moyen-Orient vers les pays clients, la Chine, l'Asie et d'autres. Ce détroit, aujourd'hui, il est techniquement non pas fermé, mais il est sous la menace de frappes iraniennes. Ce qui signifie qu'aucun navire commercial ne va prendre la chance de traverser le détroit d'Ormuz pour aller à un terminal pétrolier, prendre du pétrole et repartir dans l'autre sens, ce qui est sa fonction commerciale, parce qu'ils ont trop peur de prendre une attaque de drone, une attaque d'une petite vedette rapide, un tir de missile, qui endommage ou qui coule le navire, parce que leur navire coûte très cher et que les compagnies d'assurance ne sont pas prêtes à les couvrir. Donc du fait de la menace iranienne sur ce détroit, on a une économie qui est à l'arrêt. Une partie de l'économie du pétrole. 20% du marché pétrolier tous les jours, ça affecte le marché sans totalement le déstabiliser. D'autant que les pays de la région, notamment l'Arabie Saoudite, ont les moyens d'exporter leur pétrole, non pas par le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, mais par la mer Rouge, qui est de l'autre côté de la péninsule arabique, parce qu'ils ont des oléoducs qui leur permettent de transporter le pétrole d'abord par la terre à des terminaux maritimes, puis après de l'envoyer sur la mer et de contourner ce détroit. Donc la moitié pratiquement du trafic pétrolier peut éviter le détroit d'Ormuz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en vérité? Vous avez une guerre ouverte entre les États-Unis et Israël et l'Iran, qui cherche à désarmer l'Iran, à rendre l'Iran inoffensif, à ne plus avoir de programme nucléaire, à ne plus avoir de programme balistique, à ne plus avoir de marine, à ne plus être capable d'utiliser ses proxys pour déstabiliser la région. D'accord ? Cette campagne, elle va très bien. Les défenses iraniennes ont été réduites à néant de manière spectaculaire au cours des semaines passées. Par contre, à partir du moment où l'Iran est capable de
de faire suffisamment peur à un certain nombre de compagnies maritimes pour stopper le trafic économique et pétrolier dans le détroit d'Ormuz, l'Iran n'a pas perdu. Donc les États-Unis ont besoin, économiquement, stratégiquement, de libérer ce détroit. Ils en ont également besoin économiquement, parce que la difficulté pour eux, et notamment pour Donald Trump, c'est l'impact économique de ce conflit. À savoir, depuis le lancement des bombardements, on a vu les tarifs du pétrole augmenter de 40%. 40% le baril. Il était à 60-70, il est à 95-100. Il est légèrement retombé parce que justement les tensions sont en train de retomber du fait du plan américain. Mais le détroit d'Ormuz, c'est la clé de ce conflit, clé économique pour les marchés pétroliers du monde, clé stratégique pour le contrôle de la région. D'accord ? Et donc, ce qui est en train de se préparer, les Américains vont mettre les moyens nécessaires pour rétablir le trafic. Vous avez plusieurs navires qui sont en route, dont un navire qui s'appelle le USS Tripoli, qui est un navire amphibie, qui possède à bord des hélicoptères et des avions de chasse, et qui possède également des troupes de Marines. Les Marines américains, ce sont des troupes amphibies, ce sont des troupes de débarquement. Et ces troupes, leur objectif va être de contrôler et de surveiller au sol les installations pour pouvoir sécuriser le trafic maritime. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, les forces militaires américaines dans le Golfe et en mer Rouge ou même en Méditerranée, ce sont des porte-avions, avec leur escadre et leur environnement. Ces porte-avions, ils sont à 300 km des côtes de l'Iran, parce qu'ils sont au-delà de la portée des missiles iraniens pour être sécurisés. Et ils ont des avions de chasse qui sont capables de voler 1 heure avant de parvenir à leur destination et de lâcher leurs bombes, et puis de retourner dans l'autre sens avec suffisamment d'essence. Mais ça, ce n'est pas un dispositif qui convient pour surveiller le Golfe même. Pour surveiller le Golfe même et le trafic maritime, soit il faut être sur place au sol, c'est le but des troupes de Marines qui sont à bord du Tripoli, soit il faut avoir des petits hélicoptères et des petits avions de combat pour surveiller justement toutes les côtes. Parce que l'atout des Iraniens, on est dans une guerre asymétrique, c'est d'envoyer soit des drones, soit des petites, c'est des canaux pneumatiques. Des canaux pneumatiques qui sont des véritables bombes flottantes que l'on précipite contre la coque des navires et qui vous font un trou et qui l'endommagent ou même parfois lui font risquer de couler. Même chose pour les drones. Et cet armement-là, ce n'est pas la puissance des escadres de porte-avions beaucoup plus bas qui est capable de les stopper. Il faut des forces plus proches. Et donc les Américains sont en train d'amener ces forces pour pouvoir rétablir ce contrôle, cette surveillance et être capables, le cas échéant ou le moment venu, de frapper ces drones et de les empêcher de nuire. Donc c'est pour ça que je dis, la bataille qui se prépare, c'est la bataille du détroit d'Ormuz et elle va être significative et déterminante pour l'issue du conflit. Maintenant, il n'y a pas que les Américains qui sont intéressés par le pétrole et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. C'est tous les pays du monde en vérité, y compris d'ailleurs les pays d'Asie, y compris d'ailleurs la Chine. Donc la Chine a une position un petit peu privilégiée, parce que ce qu'on a vu, c'est que les navires ne rentrent pas dans le détroit d'Ormuz, mais on a vu des tankers pétroliers iraniens sortir du détroit d'Ormuz. Certains sont allés au Pakistan, d'autres sont allés en Chine, justement pour ne pas perturber l'approvisionnement énergétique de ces pays. Donc la Chine a besoin toujours aujourd'hui du pétrole iranien. Et les Iraniens laissent sortir les navires qui les intéressent et ils ne laissent pas rentrer ceux qu'ils considèrent comme étant des navires ennemis. Mais il est logique que Donald Trump aille chercher parmi tous les pays qui bénéficient du commerce maritime dans le détroit d'Ormuz, de soutenir sa politique pour sécuriser ce détroit, au moins à court terme. À long terme, il est évident que la solution politique à ce conflit, au-delà de la solution militaire que les Américains sont en train de mettre en place aujourd'hui, la solution politique, c'est un renversement du régime des mollahs. Mais ça se fera après, on n'est pas encore dans cette étape-là. Et ce serait la seule façon, je dirais, de sécuriser dans la durée et sans avoir besoin de maintenir sur place un appareil militaire de surveillance ou de représailles, ce serait le meilleur moyen de sécuriser ce détroit. Et donc là, on est bien en train de parler d'une intervention militaire terrestre des États-Unis en Iran pour sécuriser le détroit. Absolument, mais ce ne serait pas des troupes d'occupation. Alors attention, ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Là, c'est la boule de cristal un petit peu. Oui, oui. C'est parce que moi aussi, j'ai des gens que je connais
qui ont travaillé dans l'armée américaine, et si vous regardez un petit peu les informations qui circulent, et vous voyez quel navire se déplace en quelle direction, avec quelle capacité et quelle finalité, c'est un petit peu le scénario que beaucoup de gens sont en train de mettre en place. La finalité des choses, il est certain que Donald Trump a besoin de rétablir la liberté de circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Sinon, il n'a pas gagné cette guerre. Sinon, c'est les Iraniens qui ont montré « nous sommes toujours maîtres chez nous ». Vous avez beau avoir toutes les bombes que vous voulez, vous pouvez détruire notre programme nucléaire, vous pouvez détruire nos installations militaires sur l'île de Kar, comme ça a été fait, vous pouvez détruire nos sites de recherche, mais nous, on contrôle toujours le détroit, et comme on contrôle le détroit, on contrôle 20% de l'économie pétrolière du globe. Ça, pour les Iraniens, ce serait une victoire majeure. Donc Donald Trump ne peut pas l'autoriser, donc il est en train de mettre en place toute une préparation militaire et stratégique pour rétablir cette circulation. Et donc on peut dire qu'il y a un vrai risque politique pour le président américain, donc à quelques mois seulement donc des midterms. Oui, alors j'avoue que les midterms, elles sont importantes, c'est évident. On est encore à la mi-mars, hein. Et puis les électeurs ont la mémoire courte et les opinions changent vite. Donc on est dans le cœur d'un conflit relativement violent, mais qui pour moi va rester bref. Et d'ailleurs, je m'avance encore un peu plus, on a pour moi déjà basculé dans la deuxième partie de ce conflit. C'est-à-dire que cette bataille d'Ormuz qui se prépare, et qui aura lieu à partir de la fin de la semaine, le temps que tous les navires arrivent sur place, cette bataille, elle se prépare pour la semaine prochaine, elle sera brève. Et puis on constate également qu'il y a malgré tout du côté du régime iranien des velléités, elle sera brève. Et puis on constate également qu'il y a malgré tout du côté du régime iranien des velléités de dialogue. Comme vous le savez, Larijani a été tué. Larijani, c'était le chef de la sécurité iranienne, c'était peut-être le plus haut gradé, mis à part le président et le guide suprême de la révolution, le fils Khamenei, pour diriger le pays. Et donc on a un régime dont les quelques têtes qui continuent à être présentes tombent les unes après les autres. Et à un moment, il viendra peut-être quelqu'un qui dira, pour la survie du régime, on est peut-être prêt à parler avec les Américains et à trouver un terrain d'entente. Il y aura une sortie de ce genre, qui n'évitera pas derrière un soulèvement populaire peut-être, mais qui permettra au moins une baisse d'intensité des combats et une sorte de semi-retour à la normale. À partir du moment où vous neutralisez la capacité de nuisance de l'Iran, les marchés pétroliers, on voit le prix du baril qui tombe, parce qu'il y en a partout du pétrole, l'important c'est qu'il circule. Donc le chaos, même s'il est visible, pour moi il n'est que temporaire, que en lançant ce conflit, Donald Trump a pris un risque politique majeur. Et comme beaucoup de ses prédécesseurs, il aurait été beaucoup plus simple et facile pour lui de ne rien faire. Simplement. Et comme beaucoup de ses prédécesseurs, il aurait été beaucoup plus simple et facile pour lui de ne rien faire. Simplement, ce n'est pas sa personnalité. Hein. Je précise que le conflit, il n'a pas commencé le 28 février, il a commencé avec la prise d'otage du personnel diplomatique de l'ambassade américaine de Téhéran dans la Révolution en 1979. Et c'est l'Iran qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Et c'est l'Iran qui organisait toutes les semaines des manifestations, mort à l'Amérique, mort à Israël, mort au grand Satan. Donc cette guerre, elle avait déjà commencé il y a très longtemps, et Donald Trump a décidé d'y mettre un terme. Il aurait pu conserver le status quo. L'Iran n'était pas une menace. L'an passé, les États-Unis avaient détruit très facilement 3 sites de recherche nucléaire. Israël avait éliminé un certain nombre de chercheurs et d'hommes de science qui étaient derrière le programme nucléaire iranien. Donc il l'avait considérablement retardé. Donald Trump aurait pu se contenter de faire à nouveau des frappes similaires pour dire, voilà, votre programme, vous ne l'aurez jamais, et on sera toujours capable de le rejeter suffisamment en arrière pour que vous n'arriviez jamais à terme. Mais il a décidé de ne pas simplement se contenter de ça, mais de venir à bout de cette menace. Il a dit, voilà, trop c'est trop. Et il a donc engagé cette action pour totalement éliminer la menace iranienne et laisser ensuite au peuple iranien la possibilité de recouvrer sa liberté en renversant le régime. Mais ce que lui ne fera pas. Alors, il y a un scepticisme, en tout cas, qui est affiché dans les grands médias, dans les discours qu'on entend quant aux motivations réelles de Donald Trump. Est-ce qu'il avait des objectifs en entrant dans cette guerre ?
Et donc, certains experts dont vous évoquez donc la destruction totale de la capacité militaire iranienne. Et il y en a aussi qui disent que ça pourrait être une démonstration de force vis-à-vis donc des soutiens de l'Iran qui sont la Russie et la Chine. Est-ce que vous y croyez? Oh, il y a toujours un objectif après l'objectif. Donc, l'objectif militaire, il est légitime, il est simple et il est compréhensible. Est-ce que c'est l'objectif ultime? Non, peut-être pas. L'objectif ultime, dans un premier temps, ce serait en effet la chute du régime des mollahs en Iran, parce que c'est quand même un régime déstabilisateur qui a engendré depuis 1979 presque un demi-siècle de déstabilisation du Proche-Orient, incapacité à trouver une solution de paix durable, etc. Si ce régime venait à tomber, le monde ne serait plus le même. Donc rien que cet enjeu-là est énorme. L'enjeu politique va bien au-delà de l'enjeu militaire. Empêcher l'Iran d'être en état de nuire, les Américains en ont la capacité. Mais ça ne suffit pas. Parce que tant que le régime est là, il faudrait y retourner dans 2 ans, il faudrait y retourner dans 4 ans, il faudrait y retourner dans 6 ans. Donc l'idée, c'est que ce régime tombe une fois pour toutes. Et je rappelle que l'Iran, c'est un pays à l'histoire millénaire, qui a eu un empire, qui a eu sa grandeur. Et un jour, sans doute, les historiens nous diront que le régime des chiites islamiques de 79 à je ne sais pas quand était une parenthèse sanglante et tragique dans l'histoire impériale de l'Iran. Et c'est à là où il faut, pour moi, parvenir. Maintenant, les adversaires stratégiques, idéologiques, économiques des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine, stratégique et économique, et puis 2, aussi la Russie, beaucoup moins stratégique et beaucoup moins économiquement parlant, parce que la Russie est plus faible qu'elle ne le pense et que l'Union soviétique l'était il y a quelques années, mais ça reste malgré tout un adversaire. Et on sait très bien que la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord travaillent de concert pour déstabiliser le monde sous domination ou sous contrôle ou sous surveillance américaine. Donc il y a toujours un objectif au-delà de l'objectif. Maintenant, il ne faut jamais perdre d'esprit que Donald Trump, c'est un leader transactionnel, c'est un homme de deal, c'est un homme qui aime bien signer des accords, et autant il serait prêt à dialoguer aujourd'hui, il est prêt à dialoguer aujourd'hui avec quiconque en Iran lève le petit doigt pour dire nous capitulons, nous acceptons vos conditions, simplement il faut cesser de nous bombarder. Quelle que soit la crédibilité de cette personne, mais il est prêt à parler. De même, il est prêt à parler à Vladimir Poutine, en dépit de la façon dont la Russie a mené sa guerre contre l'Ukraine depuis 4 ans, avec une tentative d'épuiser la population, faute d'être capable de gagner sur le plan strictement militaire. Mais ça n'empêche pas que Donald Trump sera prêt à parler à Vladimir Poutine. D'ailleurs, il lui parle régulièrement à cause de ce nouveau conflit en Iran, et il est prêt à s'entendre avec lui le moment venu. Même chose pour Xi Jinping. Les États-Unis ont besoin de la Chine. Ils veulent rétablir une relation commerciale beaucoup plus équitable. Ils veulent cesser d'importer en quantité invraisemblable des produits chinois pour ne rien exporter en Chine. Ils veulent cesser que la Chine ait le droit, ou s'auto-donne le droit de voler de la propriété industrielle, des brevets, pour augmenter ses capacités technologiques aux dépens des Américains. Ça, il veut lutter contre et rétablir une forme d'équilibre et d'équité, mais il sait très bien que la Chine est un partenaire incontournable. Donc il ne va pas demain entrer dans un conflit ouvert avec la Chine. S'il peut l'affaiblir sur les extérieurs, bien sûr qu'il le fera. Mmh. Et comment est-ce que la France pourrait être un acteur ou un soutien de la politique de Donald Trump? On voit qu'il a eu des mots, il a donné la note symbolique de 8 sur 10 au président Macron pour son intervention au Moyen-Orient. Mais si on parle d'une opération terrestre, le porte-avions français est de l'autre côté, il fait partie de ceux qui sont en mer Rouge. Enfin, quel soutien recherche Donald Trump, peut-être de la part de la France? Non, il ne recherche aucun soutien de la part de la France. Il estime logique que les alliés des États-Unis qui bénéficient d'une forme d'aide américaine et de protection américaine, notamment dans le cadre de l'OTAN, il estimerait logique que ces pays montrent leur gratitude en soutenant une opération américaine.
Maintenant, lui n'a pas toujours été tendre avec ses alliés européens, pas plus tard qu'à Davos, où il s'est moqué d'eux de manière extrêmement vexante, en rappelant ou en évoquant le fait qu'en Afghanistan, on les avait acceptés, mais qu'ils n'avaient pas fait grand-chose, alors qu'en vérité, il y a pas mal de pays qui ont perdu des troupes et des hommes et qui ont participé à cette opération contre l'Afghanistan, et à l'époque avec une totale bonne foi, et en parfait soutien des objectifs américains. Donc là, le président Trump a été un petit peu au-delà de la réalité historique, et à mon avis, il s'est tiré une balle dans le pied. Peut-être qu'il en paye partiellement le prix aujourd'hui, à travers les hésitations que l'on constate chez les Européens à venir le soutenir. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est deux choses. La première, c'est quels sont les pays d'Europe qui dépendent du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Les Européens ont beaucoup d'autres sources d'approvisionnement pour leur pétrole et pour leur gaz que simplement l'Iran, ou même l'Arabie Saoudite. Le Qatar, je pense que ça a une influence considérable, parce que tout le gaz liquide vient du Qatar et passe par le détroit d'Ormuz. Et nous importons, nous Européens, Français, Allemands et autres, énormément de ce gaz. Donc là, je crois qu'il y a une incidence qui justifierait que l'on s'engage aux côtés des Américains. Mais ça nous amène au deuxième point. Quelle est la politique du président Macron dans ce dossier? Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il veut? Depuis le début de ce conflit, on ne comprend pas tellement la position du président Macron. Je suis désolé, moi j'ai du mal à saisir les objectifs de la France dans ce dossier. À savoir, il défend un ordre international, mais cet ordre international, il est défunt. Il est mort avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'il n'était pas déjà mort avant. Et cet ordre international, il n'a jamais respecté la parole de l'Iran, puisque l'Iran était sous sanction de cet ordre international. Or, aujourd'hui, face à cette attaque américano-israélienne, le président Macron a parlé d'une attaque qui était injustifiée, qui était illégale. Elle était illégale, mais l'Iran avait lui-même été mis au banc par l'ordre international. Donc il faut chercher un petit peu à comprendre. Est-ce qu'il défend les mollahs? Est-ce qu'il défend la légitimité de ce régime? Est-ce qu'il défend les massacres qui ont eu lieu en janvier lors des manifestations populaires? C'est ça, son ordre international? Quel est l'intérêt de la France dans ce dossier? Moi, j'avoue que je n'ai absolument pas compris. La France a été attaquée 2 fois. Elle a été attaquée au tout début du conflit parce que vous avez une base française qui se trouvait, je ne sais plus, aux Émirats, peut-être à Abu Dhabi, qui a été touchée. Il n'y a pas eu de victimes civiles, mais il y a eu des dégâts matériels. Et puis vous avez eu cet officier français qui a été tué en Irak, dans des frappes qui ont été menées par des proxys iraniens. Donc vous avez une attaque directe de l'Iran contre la France. Quelle est la réponse que le président Macron apporte à ces attaques? Il ne dit rien, il subit, ou il estime qu'une France attaquée est une France qui a le droit de se défendre. Donc moi j'observe et j'ai beaucoup de mal à comprendre la finalité de la politique du président Macron sur ce dossier. Une question sur les municipales. Donc, l'un des bilans qui a été fait et que l'on assiste aujourd'hui à une France qui est fragmentée avec des scores qui ne sont pas forcément évidents à se représenter quand on se demande si la France penche vers la droite ou vers la gauche. Et la situation aux États-Unis pourrait peut-être nous éclairer parce qu'on voit aux États-Unis que sur les 50 principales villes, les 50 premières villes, 38 sont menées par des démocrates, 9 par des républicains et 3 par des indépendants. Et pourtant, c'est un pays où Donald Trump a été élu avec une vaste majorité. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la situation en France aujourd'hui, avec les scores, par exemple, de LFI et de la gauche en général? Le parallèle, il existe et il est faisable parce que ce qu'on constate, d'après les résultats que moi j'ai regardés, je ne suis pas spécialiste de la politique française, plutôt américaine, mais j'ai quand même suivi ce dossier. Ce qu'on constate, c'est que les grandes villes comme Paris ont tendance à avoir une population qui vote à gauche, parfois même à l'extrême gauche, ou du côté des écologistes également, alors que du côté des villes de province et des régions beaucoup plus rurales, on a un vote qui est plus populiste et plus à droite. Et pour moi, c'est le même phénomène qui s'exprime à 2 moments différents, mais on est dans les conséquences de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a une mondialisation qui a profité aux élites urbaines à travers un bouleversement de l'économie et qui a déclassé la classe moyenne blanche aux États-Unis provinciale à travers la désindustrialisation et qui a poussé cette petite classe moyenne blanche qui n'avait plus sa place ni dans l'économie ni dans la culture parce que la culture venait des grandes villes, elle l'a poussé vers un vote populiste qui a été à la base de l'ascension de Donald Trump dans la politique américaine. Ça, on l'a observé aux États-Unis dans les années 2010.
Ça avait commencé un petit peu avant, mais ça a été vraiment sensible après la crise financière de 2008, qui justement a mis ces contrastes économiques en évidence. Et c'est à partir de là qu'on a vu l'essor du populisme, et du populisme trumpien, avec une personnalité quand même hors norme à la tête de tout cela. Aujourd'hui, ce qu'on constate en France, c'est la même fragmentation du vote, avec des villes bourgeoises, confortables, élitistes, éduqués, avec des revenus supérieurs et qui vont tendance à voter à gauche, voire à l'extrême gauche. Et puis derrière, des populations rurales, locales, provinciales, déclassées, économiquement en difficulté, qui n'ont plus leur place dans la culture et qui se réfugient dans un vote populiste un petit peu plus extrême, souvent plutôt conservateur qu'autre chose, mais aujourd'hui, le Rassemblement national, quand on regarde ses idées, on ne peut pas le qualifier de parti conservateur. C'est un parti populiste de droite, mais d'une droite très sociale, mais qui attire quand même un certain nombre de votes. Donc on a ce phénomène qui, pour moi, est la conséquence de la mondialisation, qui a été observé d'abord et de manière beaucoup plus ample ou visible aux États-Unis, mais qui est arrivé en France, et dont on constate aujourd'hui les mêmes effets avec les mêmes conséquences. Continuer donc sur l'essor de LFI donc dans ces élections, il y a un sujet intéressant que vous avez expliqué lors de la dernière élection américaine, c'était que les démocrates avaient tenté de capter le vote des populations immigrées dans les grandes villes, car dans ces grandes villes, en fait, la démographie s'est petit à petit transformée sous l'effet donc des vagues de migration. Et le pari donc des démocrates était de mobiliser ces populations au moment de l'élection. Est-ce qu'on peut comparer cette situation à la France, où on entend souvent Jean-Luc Mélenchon parler de lui-même, en fait, du grand remplacement, de la créolisation de la France, hein, ce sont des termes qu'il assume, et de la France nouvelle aussi. Est-ce qu'on mobilise là aussi un certain électorat? Alors, le point commun, c'est l'immigration. La différence, c'est la nature de cette immigration. Mais c'est vrai que les États-Unis sont une terre d'immigration, longtemps une immigration légale, aujourd'hui une immigration jusqu'à Donald Trump, principalement clandestine, avec des apports de population en nombre absolument phénoménaux et jamais vus par le passé, comme aurait dit Donald Trump. Plusieurs millions de personnes tous les jours, pas tous les jours, mais tous les ans, sont rentrées aux États-Unis clandestinement par la frontière du Mexique tout au long des années de l'administration Biden. Ils étaient rentrés avant, en nombre pas aussi important. On les renvoyait chez eux. Depuis quelques années, les démocrates ont pris le parti de ne pas les renvoyer chez eux et au contraire de profiter de leur apport. Je rappelle qu'aux États-Unis, on a des règles électorales qui sont très très souples, qui sont en général gérées par les États, avec jusqu'à présent très très peu de contrôle d'identité. Et en clair, il est très facile de s'inscrire sur des listes électorales et de voter même si vous n'avez pas la citoyenneté américaine. Légalement, seuls les citoyens américains ont le droit de voter aux élections fédérales. Il y a quelques élections locales qui accordent le droit de vote aux étrangers, en Californie, à San Francisco et ailleurs, mais il s'agit d'élections locales. Pour les élections fédérales, les élections nationales, il faut être citoyen américain pour pouvoir voter. Or, les immigrants clandestins sont un réservoir d'opinion qui est devenu un réservoir de vote à dessein pour le Parti démocrate, profitant des faiblesses du système pour faire voter ces gens. Et on l'a constaté de manière assez flagrante, notamment en 2020, mais toujours en 2024. En France, on n'est pas tout à fait dans la même situation, parce qu'on a une immigration qui peut être techniquement extraterritoriale et extranationale, mais du fait de notre histoire coloniale et de nos possessions d'outre-mer, vous avez également une France d'outre-mer qui n'est pas une France blanche, et quand M. Mélenchon parle de la créolisation de la société, c'est exactement ce qu'il évoque. Donc dans son esprit, il y a derrière cela une volonté politique de faire comprendre à une certaine classe de Français qu'ils ont déjà perdu la guerre, que la démographie va contre eux, que la société de demain ne ressemblera pas à celle d'hier, et que c'est eux qui, s'ils ne montent pas dans le train, ils seront laissés derrière. Donc il y a une volonté, si vous voulez, sociale et idéologique, provocatrice de sa part. Mais derrière, vous avez également une réalité électorale, à savoir que ce vote compte et que très souvent, ces gens qui viennent en France, même s'ils ont grandi dans d'autres pays, il leur est très facile d'acquérir la nationalité française et de voter très également. Ça se remarque d'ailleurs non seulement dans l'électorat, mais également même dans les élus. Regardez la couronne parisienne, qui sont les candidats, et vous verrez une très grande partie d'entre eux sont déjà issus de cette immigration récente.
Avant de poser une question un peu plus sur la politique américaine, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voudriez revenir à propos du conflit en Iran, quelque chose qu'il faudrait peut-être préciser ou élargir pour la compréhension sur ce qu'est en train de faire Donald Trump? Non, je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit plus tôt, ou le compléter, ou le synthétiser, ou le préciser. Mais on est dans une campagne militaire dont la première finalité a été d'essayer de rendre l'Iran incapable de menacer quiconque, donc de détruire totalement ses capacités défensives et ses capacités offensives, de manière à stabiliser la région et à offrir la possibilité au peuple iranien, s'il le souhaitait, de se soulever pour se renverser ce régime et en finir avec cet État terroriste, parce que c'est un État terroriste, il faut dire les choses comme elles le sont, c'est un État terroriste au Moyen-Orient, et bien entendu, l'Iran n'a pas la capacité militaire à se défendre, on est dans un conflit asymétrique. Par contre, ils ont une capacité de nuisance économique, d'où le déplacement du cœur du conflit, du sol iranien et de ses infrastructures militaires à ce fameux détroit d'Ormuz. Et la bataille, sur le plan stratégique, elle aura lieu à la semaine prochaine, et peut-être qu'elle passera tout simplement par la tentative d'un navire de traverser et de voir si les Iraniens essayent de s'y opposer ou pas. Sachant que ce navire, il traversera sous escorte américaine avec des hélicoptères et des avions qui seront là pour de la surveillance, peut-être des troupes au sol qui auront fait de la reconnaissance un petit peu avant pour voir s'il y a des sites de lancement de missiles ou autres qui sont quelque part ou autre, parce que de part et d'autre de ce détroit, vous avez un certain nombre de sites enterrés ou cachés que les Iraniens peuvent continuer à utiliser. Et ces sites, on ne les découvrira que s'ils décident de tirer à partir d'eux. Avant, on ne sait même pas qu'ils sont là. Donc il faudra des troupes de reconnaissance au sol pour mettre tout ça en place, des troupes de surveillance dans les airs, et puis accompagner les navires pour qu'ils puissent traverser ce détroit. Et si 1, 2, 3, 4 navires passent, on verra que le trafic se rétablira et l'économie, je dirais, s'en ressentira sur le plan positif et on ira vers une sortie de crise. À partir du moment où le trafic maritime, notamment pétrolier, est rétabli dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis et Israël, qui mènent conjointement cette campagne contre l'Iran, ils ont le temps avec eux. Parce que là, ils peuvent prendre leur temps de véritablement affaiblir progressivement ce régime jusqu'à le rendre suffisamment fragile pour qu'il tombe de lui-même au profit d'un petit soulèvement populaire. Tant que l'économie mondiale est prise en otage par l'Iran à travers ce petit goulot d'étranglement qu'est le détroit d'Ormuz, les Américains et les Israéliens n'ont pas gagné. Ils ont besoin, économiquement, stratégiquement, de rétablir le trafic. Pour moi, c'est le point névralgique de ce conflit. Et pour finir, à propos de la politique américaine, quand on la suit, on voit que le président américain prend très souvent la parole, entouré de ses conseillers, de son entourage proche, pour faire des points d'étape des différentes mesures qu'il met en place. Et il y a souvent beaucoup de satisfaction, on va dire en tout cas affichée de la part de la Maison-Blanche sur ces résultats. Et on voit des figures un petit peu se dégager comme J.D. Vance ou Marco Rubio dans leur prise de parole. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du Parti républicain et de la sphère MAGA après les 2 mandats de Trump? Est-ce que finalement on n'a pas cette impression que son héritage est déjà présent avec ces personnes comme peut-être Marco Rubio? Si, et puis d'ailleurs c'est un petit peu les deux faces d'une même pièce, hein, Vance-Rubio, parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes personnages. J.D. Vance, c'est le vice-président, ancien sénateur de l'Ohio, un MAGA et un populiste, je dirais rural, pur-jus, très, très nationaliste. Rubio, ancien sénateur de Floride, fils d'émigrés cubains, qui parle très bien espagnol, qu'il a démontré récemment lors d'un sommet, qui est un petit peu plus interventionniste, un petit peu plus musclé, donc il représente 2 tendances à l'intérieur du Parti républicain, et 2 tendances qui soit vont s'allier lors des prochaines élections, soit se disputer la nomination, on verra ce qui se passe. Vous avez beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent aujourd'hui d'un ticket présidentiel républicain Vance-Rubio. Et on ne sait pas si ce sera Vance-Rubio ou Rubio-Vance. On dit plutôt Vance-Rubio, c'est-à-dire Vance président, Rubio vice-président. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça, mais c'est un petit peu tel que l'on présente les choses. Donc il y a le Trumpisme
a déjà des héritiers au sein du Parti républicain. Maintenant, de manière plus générale, moi, ce que je veux souligner, ce qui est très important, c'est que, pour en revenir à ce conflit et voir son incidence politique, la guerre n'est pas populaire aux États-Unis. Il faut bien en avoir conscience. Les médias sont contre, mis à part le Wall Street Journal. Tous les médias écrits, et mis à part Fox News, sont contre cette guerre, pour des raisons différentes. À gauche, c'est parce que c'est une guerre qui n'a pas été faite avec l'approbation de l'ONU et du droit international. Bon, les usual suspects, comme on dit en anglais. À droite, c'est parce que ça va au-delà des promesses de Donald Trump, qui avait promis de ne pas commencer de nouvelles guerres. Donc je précise, il ne l'a pas commencé. Au contraire, il essaye de la finir, mais ce n'est pas la façon dont des gens comme Tucker Carlson ou Megyn Kelly ou d'autres à droite vont présenter les choses, ce qui a tendance à mettre Donald Trump en porte-à-faux avec sa propre base MAGA. La propre base MAGA, elle est capable et elle est prête à accepter une action militaire, mais si celle-ci, ne dure pas, 2, ne débouche pas sur une forme de ce qu'on appelle en anglais le nation building, de reconstruction nationale qui nous emmène à nouveau vers un scénario irakien de 2003 ou Afghanistan après 2001. Ça, c'est la base MAGA n'en veut pas. Donc, en lançant ce conflit, Donald Trump a pris un risque politique majeur, dont il espère sortir vainqueur si le conflit a une issue positive relativement rapide. Mais il n'a pas fait la guerre pour se rallier l'opinion à lui. Au contraire, il a soulevé 2 fois l'opinion contre lui. Il avait déjà les médias de gauche qui n'aiment pas. À partir du moment où Donald Trump est derrière quelque chose, tous ces médias vont être contre. C'est de l'anti-trumpisme primaire. Mais il a aussi pris le risque de s'aliéner sur le long terme une partie de sa base. Maintenant, avant ce conflit, tout au long de l'année 2025, la première année de son second mandat, Donald Trump a mis en place les fondements d'une croissance économique et il y a énormément de gens aux États-Unis qui n'attendent qu'une chose, c'est que ces conflits extérieurs lointains cessent et que l'on puisse se concentrer sur l'économie nationale et profiter enfin des fruits de ce que Donald Trump a mis en place. Et avant le déclenchement de cette guerre, un certain nombre d'experts annonçaient des taux de croissance tout à fait exceptionnels pour l'Amérique en 2026. Ça a été remis en cause par le conflit parce que malgré tout, il y a un coût, et puis il y a un désordre économique temporaire, et puis vous avez des problèmes sur l'approvisionnement en énergie et tout ce qui en découle. Donc ça a remis un petit peu ça en suspens. Mais il y a beaucoup d'Américains qui n'attendent qu'une chose, c'est que le président en ait enfin terminé avec les théâtres extérieurs et qu'on se concentre sur l'intérieur. Et s'il a le temps de le faire, peut-être que ça pourra lui profiter aux élections. Maintenant, il faut aussi comprendre que, historiquement, traditionnellement, les élections de mi-mandat ne profitent jamais aux partis qui occupent la Maison-Blanche. Au cours du siècle écoulé, je rappelle qu'aux États-Unis, vous avez des élections législatives, des élections pour le Congrès, tous les 2 ans. Donc au cours des 100 dernières années, vous avez eu 50 scrutins, et 48 fois, c'est l'opposition qui a gagné. Il n'y a que deux exemples, 2 moments où le parti occupant la Maison-Blanche a préservé sa majorité ou renforcé ses voix après les 2 premières années de mandat. Et donc, Donald Trump se dirige vers une élection où ses chances de victoire sont déjà faibles. Et je pense qu'avant même le déclenchement de ce conflit, il avait fait ce calcul de « c'est mon 2e mandat, que je gagne ou que je perde, j'aurai 2 ans derrière et pas plus. Il y a des choses à faire, je les fais, quel qu'en soit le risque, parce que les enjeux justifient le risque. » C'est là où on est. D'accord. Merci beaucoup Gérald Olivier d'avoir accepté Je vous en notre prie, merci à invitation. vous.